Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je me tenais là, un bouquet de roses rouges dans une main, 2 billets pour Paris dans l'autre. Et je regardais mon mari, un genou à terre, devant une autre femme. Tout le bureau était déjà debout. Des ballons flottaient contre les vitres. Quelqu'un a fait sauter le bouchon d'une bouteille, et une banderole, accrochée au-dessus de l'accueil, affichait « Félicitations ». J'étais venue faire une surprise à Julien pour la Saint-Valentin. Il s'est avéré que tout le monde, ici, avait eu la surprise avant moi. Il a glissé un diamant au doigt de Chloé Mercier, et la pièce a explosé de joie. Personne n'a remarqué la femme sur le pas de la porte, avec ses fleurs. 30 minutes plus tard, mon téléphone affichait 152 appels en absence. Mais ce n'est pas ça qui l'a achevé. Car aucune des personnes qui l'acclamaient, dans cette pièce, ne connaissait la vérité, mon nom figurait sur 83% des parts de cette entreprise. Bienvenue sur la chaîne Vengeance familiale secrète. C'est ici que l'on découvre que les personnes discrètes, en réalité, détiennent toutes les cartes. Et que ceux qui les ont sous-estimées, finissent par apprendre ce qu'il en coûte. Si l'histoire d'une femme calme, preuve à l'appui, est votre genre de récit, laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Restez avec moi. Car ce que j'ai fait ensuite, n'a nécessité aucun éclat de voix. Retour en arrière, 6 heures plus tôt. Je m'appelle Céline Duroy. J'ai 34 ans. Et ce matin-là, je me tenais devant l'îlot de ma cuisine, en train d'emballer 2 billets d'avion dans du papier de soie, comme s'il s'agissait d'objets fragiles. Je suis experte comptable. Pendant presque toute ma vie d'adulte, j'ai géré le patrimoine de la famille Duroy. L'argent discret, l'argent des terres agricoles. 3 générations de labeur, transformées en quelque chose qui vivait dans des tableaux Excel, plutôt que dans la terre. Je suis douée pour ça. Je suis douée pour être cette personne de l'ombre, celle qui s'assure que les comptes sont équilibrés, pendant que quelqu'un d'autre parade sur le devant de la scène. C'est une compétence que personne n'applaudit. J'avais réservé une semaine entière à Paris, du 14 au 21 février. Je voulais une semaine où Julien ne pourrait pas vérifier son téléphone, une semaine pour faire semblant d'être encore ces 2 jeunes mariés, passés à la mairie entre midi et 2. J'ai scotché le papier de soie, et je me suis entraînée à prononcer ces mots à voix haute, joyeuse Saint-Valentin. Fais tes valises. L'entreprise peut respirer sans toi pendant 7 jours. Je me souviens avoir pensé à cette dernière phrase, et j'ai presque ri. Car, en réalité, l'entreprise pouvait respirer sans lui bien plus facilement que quiconque ne le pensait là-bas. Après tout, elle m'appartenait presque entièrement. Je ne disais pas ça aux gens. Je ne l'avais jamais fait. J'ai posé les billets à côté des roses, achetés plus tôt au marché, et j'ai cherché mon reflet dans la vitre sombre, au-dessus de l'évier. J'avais l'air pleine d'espoir. J'avais l'air d'une femme en route vers de bonnes nouvelles. Je ne savais pas encore, à cet instant, que j'allais droit vers les 30 pires secondes de mon mariage, et la meilleure décision de ma vie. Pour expliquer ces fleurs, je dois vous parler d'un dossier, caché dans mon coffre-fort. Et pour comprendre ce dossier, il faut remonter 6 ans en arrière. À la mort de mon père, il m'a laissé la plume. C'est ainsi qu'il avait décrit le patrimoine familial, un jour, vers la fin. Pas les terres, pas les comptes en banque. La plume. Ce avec quoi on signe. Le pouvoir de choisir. J'avais 27 ans, j'étais terrifiée, et je portais un nom qui imposait le respect dans toute la région. Julien, lui, était le charme incarné. Julien pouvait entrer dans une banque, et faire en sorte que le conseiller se sente chanceux de le recevoir. Alors, quand nous avons fondé Meridian Agri-System, j'ai fait la chose la plus naturelle au monde. La chose que j'essaie encore, aujourd'hui, de démêler dans ma tête, j'ai mis l'argent sur la table. J'ai construit la structure. Et j'ai placé Julien en première ligne, avec les titres de fondateur et de PDG. Sur le papier, c'était mon capital qui avait tout financé. C'était la holding de ma famille qui détenait la part majoritaire. C'était mes nuits blanches qui équilibraient les premiers bilans. Mais sur le site web, c'était son visage. Dans les réunions avec les investisseurs, c'était sa voix. Sur les photos, c'était sa poignée de main.
Je me disais que je préférais ça. Je me disais que j'étais les racines, qu'il était la récolte, et que les racines n'ont pas besoin d'être vues. 6 ans plus tard, Meridian valait environ 670 millions d'euros, et ma holding en détenait 83%. Soit 558 millions d'euros sur le papier, à mon nom. Et pourtant, chaque jour où je mettais les pieds dans ce bâtiment, on m'appelait « la femme de Julien » et on me demandait si je voulais une bouteille d'eau. Je les laissais faire. Je croyais faire preuve d'humilité. En réalité, je me laissais effacer. Et c'est moi qui tenais la gomme. Je veux que vous imaginiez les bureaux de Meridian, tels que je les voyais, car ce détail aura son importance plus tard. Du verre partout, un espace ouvert, et un mur entier couvert d'articles de presse, encadrés, louant ce fondateur visionnaire qui avait bâti un empire à partir de rien. Rien, c'est-à-dire, moi. Je passais peut-être 2 fois par mois, pour vérifier des chiffres que Grégoire, notre directeur financier, aurait préféré que je ne regarde pas. La réceptionniste connaissait mon visage, mais ignorait mon rôle. Une fois, elle m'a même demandé de signer le registre des visiteurs. Je l'ai signé. C'est l'année où les articles encadrés ont commencé à qualifier Julien d'homme, parti de rien. Chloé Mercier est arrivée 8 mois avant cette fameuse Saint-Valentin. Julien s'était battu bec et ongles pour l'installer au poste de directrice générale. Et elle s'y est mise comme si elle était née dans ce fauteuil. Elle était tranchante, tirée à 4 épingles, prompte à sourire aux investisseurs, et encore plus prompte à m'ignorer. La première fois que nous nous sommes rencontrés, Julien m'a présenté en disant « Voici Céline ». Chloé a lâché « Oh, celle qui s'occupe de la compta », et elle a repris sa conversation. Je me souviens être restée là, la main encore à moitié levée. Je ne l'ai pas corrigée. La corriger aurait impliqué de lui donner des explications. Et m'expliquer aurait signifié admettre à quel point notre arrangement global était étrange. Alors, je l'ai laissé penser que je comptais des reçus pour gagner ma vie. D'une certaine manière, c'était le cas. Ce que j'ignorais ce jour-là, en regardant Chloé rire à une blague de Julien, la main posée sur son avant-bras, c'est que je regardais la future fiancée de mon mari. Ce qu'elle ignorait, de son côté, c'est qu'elle regardait la femme qui possédait le sol sous ses talons. Toutes les deux, nous nous trompions sur l'identité de l'autre. Mais une seule d'entre nous allait le découvrir à temps. Il y avait eu un avertissement. Il y a toujours un avertissement, si vous êtes le genre de personne qui lit les petits caractères. Et lire les petits caractères, c'est la seule chose que je n'ai jamais pu m'empêcher de faire. 2 semaines avant la Saint-Valentin, je vérifiais les approbations de fin d'année, cette paperasse administrative routinière qui maintient une entreprise dans la légalité, et j'en ai trouvé 3 dont je n'avais aucun souvenir. Des résolutions écrites, des ajustements de capital. Avec ma signature, au bas de chacune d'elles. J'ai abordé le sujet pendant le dîner, avec précaution, comme on tâte un bleu pour voir à quel point il fait mal. J'ai dit, Julien, est-ce que c'est moi qui ai signé les accords de décembre ? Je ne m'en souviens pas. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il m'a répondu que les avocats s'en étaient chargés, avec le ton qu'on utilise pour dire à un enfant que les adultes s'occupent de tout. J'ai insisté, en disant que les signatures semblaient un peu bizarres. Il a alors posé sa fourchette. Et il a souri. Ce sourire que je prenais, autrefois, pour de l'assurance, et que j'ai fini par identifier comme du mépris. Il a dit, Céline, tu n'as pas à t'inquiéter du côté corporate. Et puis, il a prononcé cette phrase, celle que j'allais traîner pendant 2 semaines, comme un caillou dans ma chaussure, contente-toi de compter les haricots. Moi, je construis l'empire. J'ai ri, parce que c'est ce qu'on fait, quand quelqu'un qu'on aime dit une chose aussi mesquine. Mais je ne l'ai pas oublié. Je suis montée à l'étage, j'ai sorti ma propre copie du pacte d'actionnaires, et je l'ai lu 2 fois. Tout était encore à moi. Je me suis convaincue que ces signatures étaient probablement valables, que Julien était simplement négligent, et non malhonnête. Je voulais tellement que la négligence soit la vraie réponse. Mais ce n'était pas la réponse. La mère de Julien est venue dîner cette même semaine. Carole Renaud a ce don particulier pour trouver la faille chez quelqu'un, et appuyer dessus. Elle a 63 ans, la langue bien pendue,
et elle a élevé Julien seule, avec très peu de moyens. Ce qu'elle mentionne aussi souvent que les autres femmes parlent de la pluie et du beau temps. Elle s'est assise à ma table, a mangé le rôti que j'avais préparé, et m'a demandé quand j'allais donner un enfant à son fils. Pas si j'allais le faire. Quand? Je lui ai répondu, d'un ton neutre, que Julien et moi essayions depuis un moment, mais que ce n'était pas arrivé. Elle s'est tamponné la bouche avec sa serviette, et a déclaré qu'un homme comme Julien avait besoin d'une famille, besoin de laisser un héritage, et que certaines femmes, tout simplement, n'étaient pas faites pour ça. Ensuite, elle a ajouté que Chloé avait l'air de venir d'une lignée solide et robuste. Elle a lâché ça, exactement comme on jette une pièce au fond d'un puits, juste pour entendre jusqu'où elle tombe. Je lui ai passé les pommes de terre. Ce que j'ai ressenti n'était pas nouveau. Je l'avais ressenti à chaque fête de famille, depuis 6 ans. Cette campagne sournoise, visant à me reléguer au rang de figurante, dans mon propre mariage. Mais quelque chose avait changé en moi, depuis l'histoire des signatures. J'ai regardé Carole, qui s'efforçait tant de me rabaisser à ma propre table. Et, pour la première fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Car elle était terrifiée. Terrifiée à l'idée de finir seule. Terrifiée d'avoir un fils qui pourrait l'oublier, terrifiée par un avenir qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cela ne la rendait pas gentille pour autant. Cela la rendait juste humaine. Et être humain, ce n'est pas la même chose qu'être pardonné. J'ai débarrassé les assiettes. Je n'ai pas cherché à débattre. J'avais appris, il y a bien longtemps, qu'on ne gagne pas en haussant le ton à table. On gagne, en étant la propriétaire de la table. Le lendemain de ce dîner, j'ai appelé maître Delphine Vasseur. Delphine est l'avocate et la gestionnaire de confiance de ma famille depuis 11 ans. En dehors d'un tribunal, c'est la seule personne qui sait exactement ce que je possède. Je lui ai parlé des approbations de décembre. Ces 3 documents que je ne me souvenais pas avoir signés. Ces signatures, qui penchaient du mauvais côté. Elle est devenue très silencieuse, ce qui, chez Delphine, équivaut à crier. Elle m'a demandé de les scanner, et de les lui envoyer. Puis, elle a posé la question cruciale, « Céline, veux-tu que j'ouvre un audit financier d'investigation ?» J'ai eu envie de dire oui, tout de suite. Mais je savais comment ça marchait, et elle aussi. Un audit complet nécessite une résolution du conseil d'administration. Et obtenir cette résolution, c'était dévoiler mon jeu devant un conseil que Julien, depuis 6 ans, avait pris soin de remplir avec ses alliés. Julien avait déjà repoussé les 2 dernières demandes d'audit, les enterrant sous un tas de paperasse trimestrielle. Si je forçais les choses trop tôt, il me verrait venir, et il effacerait ses traces. Alors, j'ai fait preuve de discipline. J'ai fait cette chose qui donne l'impression de ne rien faire, mais qui, en réalité, fait tout. J'ai demandé à Delphine de confirmer discrètement que la position majoritaire de ma holding était inattaquable. Je lui ai dit de ressortir les documents de fondation originaux, et de se tenir prête à agir, à la seconde où je lui donnerais le feu vert. Elle me l'a confirmé l'après-midi même. 83%, blindé. Clause de contrôle, droit de préemption, la totale. J'ai raccroché, assise dans ma voiture, dans le parking de l'entreprise. J'ai levé les yeux vers cette tour de verre, qui abritait le nom de mon mari. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que le sol était ferme sous mes pieds. Je ne savais pas encore ce que Julien cachait. Mais je connaissais l'emplacement de chaque issue de secours. Et je savais que, quoi qu'il arrive, je ne serais pas celle qui resterait sur le trottoir. Ce qui nous ramène à la Saint-Valentin. J'avais décidé, contre toute la prudence qui me caractérise, d'être spontanée pour une fois. Pas d'emploi du temps, pas de tableau Excel. Juste une femme à qui son mari manquait, qui roulait 25 minutes vers le centre-ville, avec des roses sur le siège passager, et 2 billets pour Paris dans la poche de son manteau. Je répétais mon expression à chaque feu rouge. Je voulais entrer, lui tendre les fleurs, voir ses yeux s'adoucir comme avant, et lui dire « Laissons l'Empire tranquille » pendant une semaine. Je me suis même permis d'imaginer Chloé, témoin de la scène. Constatant que la femme discrète pouvait aussi être romantique. Et se sentant un peu bête de m'avoir ignoré tous ces mois.
Je me suis garée dans le parking où j'étais restée 2 semaines plus tôt. Sentant ce sol ferme sous mes pieds, j'ai pris l'ascenseur. J'entendais de la musique, avant même que les portes ne s'ouvrent. Des voix, des rires. Et je me suis dit, oh, ils ont dû signer un gros contrat. C'est génial. J'ai bien choisi mon jour. J'ai réajusté le ruban du bouquet. J'ai vérifié mon rouge à lèvres, dans l'acier brossé de l'ascenseur. Le carillon a retenti au dernier étage. Les portes ont glissé, s'ouvrant sur le son de toute ma vie, en train d'applaudir pour une fête à laquelle je n'étais pas invitée. Si vous avez déjà conduit quelque part, le cœur grand ouvert, pour finalement entrer dans une pièce qui avait déjà tourné la page sans vous, alors vous savez ce que j'ai ressenti dans les secondes qui ont suivi. Restez avec moi. C'est ici que la femme aux fleurs a cessé d'être invisible. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, et abonnez-vous. Car vous voudrez être là pour voir ce qu'elle a fait, une fois les acclamations terminées. Les portes se sont ouvertes, et le bruit m'a frappé, comme de l'eau tiède. Tout l'étage était bondé. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses le long des vitres. Il y avait ces ballons métalliques, brillant sous le soleil de l'après-midi, et une table pliante, recouverte de blanc, avec des flûtes à champagne alignées avec soin. Ma première pensée, je vous jure, c'est que c'était pour moi. Que Julien avait découvert l'existence du voyage à Paris, et l'avait transformé en fête. Voilà à quel point je voulais encore croire en lui. Je suis sortie de l'ascenseur, les roses contre ma poitrine, et j'ai même commencé à sourire. Et puis, j'ai lu la banderole, félicitations. Et en dessous, en plus petit, sur un panneau posé contre un vase, 2 prénoms encadrés d'un cœur, Julien et Chloé. Je me souviens que mon sourire est resté là, figé sur mon visage, car mon corps n'avait pas encore assimilé ce que mes yeux voyaient. Les gens me tournaient le dos. Ils regardaient vers le centre de la pièce, où un petit espace s'était formé dans la foule. Je ne pouvais pas voir ce qu'ils regardaient. Je me suis déplacée de côté, par instinct, comme on se décale pour mieux voir un accident. La foule a bougé, et il était là. Mon mari. Un genou posé sur la moquette de l'entreprise que j'avais financée, levant les yeux vers la directrice générale que je n'avais pas embauchée, mais qui, d'une certaine façon, était mon employé. Il tenait une petite boîte en velours, ouverte entre eux. Chloé avait les 2 mains plaquées sur sa bouche. Ses yeux brillaient. Tout le monde filmait avec son téléphone. Et moi, je me tenais là, en périphérie. Une épouse que personne n'avait pensé à prévenir, tenant des fleurs pour un homme qui en demandait une autre en mariage. Les roses ont soudain pesé 100 kilos. Je n'ai pas fait un bruit. Plus tard, les gens diront qu'ils ne m'ont même pas vu entrer. Cette partie-là, au moins, était vraie. J'avais passé 6 ans à m'assurer de cela. Il a prononcé des mots que je n'ai pas pu entendre, à cause du sang qui bourdonnait dans mes oreilles. Chloé a hoché la tête précipitamment, riant et pleurant en même temps. Il s'est levé, et a glissé la bague à son doigt. C'était une grosse pierre. Je savais, sans même le vouloir, à peu près combien elle avait coûté. Car je sais ce qui entre et ce qui sort de nos comptes. J'avais vu disparaître, 3 semaines plus tôt, une somme que j'avais prise pour une provision pour prime. Ce n'était pas une prime. La somme était maintenant sur sa main, accrochant la lumière, tandis que la pièce rugissait de bonheur. Julien l'a embrassée. Pas un baiser poli. Un baiser de cinéma. Une main dans ses cheveux, la penchant en arrière, pendant que les gens hurlaient de joie. Des bouchons de champagne sautaient. Quelqu'un scandait son nom. Mon mari, adoré de tous, dans un bâtiment qui m'appartenait, pour s'être fiancé à une femme qui n'était pas son épouse. C'est à ce moment-là que Chloé a ouvert les yeux, en plein milieu du baiser, et qu'elle m'a vue. Elle n'a pas sursauté. C'est le détail qui me hante encore. Elle a vu la femme de son amant, debout, avec son bouquet, et elle n'a eu ni peur, ni honte. Elle s'est redressée, tenant toujours le bras de Julien, et elle m'a souri, à travers cette foule en délire. Puis, elle a prononcé cette phrase, juste assez fort pour que la voix porte. Juste pour moi, derrière chaque fondateur, il y a une femme qui a fini par s'écarter de son chemin. Julien ne m'avait pas encore vu.
Il s'imprégnait toujours des applaudissements. Mais Chloé a soutenu mon regard en disant cela, et elle a laissé les mots faire leur effet. Ensuite, elle s'est tournée vers son public, et a levé sa nouvelle bague, pour qu'elle attrape de nouveau la lumière. J'ai compris, à cet instant, que ce n'était pas un accident. C'était un couronnement. Et je n'y avais été invitée que dans le sens où une reine invite la personne qu'elle s'apprête à remplacer. J'ai senti quelque chose en moi devenir très, très calme. C'est là que je crois m'être surprise moi-même. Toutes les autres versions de moi-même auraient fait un scandale, à ce moment précis. La jeune Céline aurait pleuré. La Céline en colère, celle que je gardais sous clé, aurait traversé la pièce, lui aurait jeté les roses au visage, et aurait expliqué à ces 200 personnes, avec quel argent ils étaient en train de boire. Et la vérité, c'est que j'aurais pu le faire. J'avais la légitimité nécessaire pour réduire cette fête en cendres, en 4 phrases. Mais j'ai regardé Julien qui riait. J'ai regardé Chloé qui rayonnait. Et tous ces téléphones levés, prêts à faire de moi l'attraction du jour, l'épouse qui a pété un plomb à la fête de fiançailles. Et je me suis dit, non. Vous n'aurez pas cette version de moi. Tu n'auras pas le luxe d'être l'homme dont la folle de première femme a fait un scandale. J'ai posé le bouquet sur le bureau de la réception, juste à côté du registre des visiteurs que j'avais autrefois signé, comme une étrangère dans mon propre royaume. Je l'ai déposé délicatement, comme si je mettais quelque chose en terre. Je me suis retournée. J'ai marché vers l'ascenseur, sur des jambes que je ne sentais plus. Ma main a trouvé les 2 billets pour Paris, dans la poche de mon manteau, et s'est refermée dessus, si fort que les bords m'ont entaillé la paume. Les portes se sont ouvertes. Je suis entrée. Et, juste avant qu'elles ne se referment, j'ai jeté un dernier regard à la pièce. Personne ne me regardait. Parfait. Les portes se sont scellées, le bruit s'est coupé. Et il n'y avait plus que moi, mon reflet dans l'acier, et le son de ma propre respiration. Je ne me suis pas effondrée. J'ai fait exactement l'inverse. Quelque part entre le dernier étage et le parking, l'épouse qui avait passé 6 ans à disparaître a décidé de réapparaître. Et je savais déjà exactement par où commencer. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je sais que les gens attendent cette partie de l'histoire. Mais je me suis assise au volant, dans le parking froid, et je n'ai pas tourné la clé de contact pendant un long moment. Au lieu de m'effondrer, j'ai fait ce que mon père m'avait appris à faire quand les chiffres n'ont plus de sens, j'ai fait une liste. Pas sur du papier. Dans ma tête, de la façon dont j'équilibre n'importe quel bilan, ligne par ligne. Le compte courant commun. Le compte épargne commun. Les cartes de crédit, à son nom et au mien. La maison, que les gens pensaient être la nôtre, mais qui appartenait en réalité à la holding. Les billets, dans ma poche. Les approbations que je n'avais pas signées. L'audit que Delphine était prête à lancer. Et, sous tout cela, la ligne unique qui changeait tout. La ligne que j'avais passé 6 ans à ignorer, comme si ce n'était pas la plus importante de la page, 83%. Je me suis permis de la regarder en face, maintenant. Comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Julien ne m'avait pas juste trompé. Ça aurait été presque simple. Julien s'était tenu dans un bâtiment que j'avais construit, et avait laissé une foule le couronner roi, d'un royaume qu'il ne possédait pas. Et il avait apposé mon nom sur des documents, pour que ce soit encore plus à lui. Il m'avait regardé droit dans les yeux, devant un rôti du dimanche, et avait déclaré que mon travail consistait à compter les haricots. Mais ce qu'il n'avait jamais compris, à propos des comptes, c'est que quand on compte absolument tout, chaque chiffre finit toujours par mener quelque part. J'ai mis la clé dans le contact. Mes mains étaient stables, maintenant. Plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Je ne rentrais pas chez moi pour faire mon deuil. Je rentrais chez moi pour ouvrir un coffre-fort. Le chagrin pouvait attendre. Les mathématiques, non. La maison était sombre quand je suis arrivée. Silencieuse, de ce silence si particulier d'une maison dont vous comprenez, enfin, quelle est vraiment la vôtre. Je n'ai pas allumé toutes les lumières. J'ai accroché mon manteau, j'ai sorti les 2 billets de ma poche, et je les ai posés sur l'îlot de la cuisine, là où se trouvait encore le papier de soie du matin même. 6 heures.
C'était tout ce qui s'était passé. 6 heures, entre l'emballage d'un cadeau et son annulation. J'ai ouvert mon ordinateur portable, juste là, debout, toujours avec mes chaussures, et je suis allé sur le site de la compagnie aérienne. J'ai trouvé la réservation. Du 14 au 21 février. 2 passagers, Renaud et Duroy. J'ai laissé mon curseur au-dessus du bouton « Annuler » pendant très exactement le temps d'une inspiration. Et puis, j'ai cliqué. Et j'ai regardé Paris disparaître de ma vie, sans même une fenêtre de confirmation. C'était un détail, une simple demande de remboursement. Mais j'ai eu l'impression d'arracher une écharde, sur laquelle je marchais depuis 6 ans. Il n'y aurait pas de semaine de faux-semblants. Il n'y aurait aucune version de nous qui serait sauvée par la tour Eiffel. J'ai fermé l'ordinateur. Ensuite, j'ai traversé le couloir jusqu'au bureau, vers le coffre-fort dissimulé derrière un faux panneau, auquel Julien n'avait jamais prêté attention. Je me suis agenouillée devant, dans le noir. Je connaissais la combinaison par cœur, l'anniversaire de mon père. J'ai tourné la molette, la petite porte a basculé, et à l'intérieur, posés sur les passeports, les actes de propriété et toutes ces choses qui survivent à un mariage, trônait un dossier en cuir marron que je n'avais pas ouvert depuis des années. Je l'ai soulevé à 2 mains. Il était plus lourd que dans mes souvenirs. Tout ce qu'ils étaient en train de célébrer en centre-ville, j'allais le tenir sur mes genoux. Je me suis assise par terre dans le bureau, le dos contre le meuble, et j'ai ouvert le dossier marron. Le premier document, au-dessus, c'était le pacte d'actionnaires fondateurs de Meridian Agri-System. L'original. Pas un scan. Pas une copie traînant sur un serveur auquel Julien aurait accès. Le papier, signé. J'ai glissé mon doigt le long des pages, comme on passe la main sur une clôture qu'on a soi-même construite, pour s'assurer que chaque piquet tient bon. Article par article, tout y était. Exactement comme Delphine et moi l'avions rédigé, 6 ans plus tôt, quand j'étais jeune, endeuillée, mais au moins assez intelligente pour protéger une chose. La holding de la famille du roi, 83%. Le contrôle des droits de vote, le droit de préemption sur chaque action, le pouvoir de convoquer une assemblée générale, le pouvoir de nommer et de révoquer le conseil d'administration. Le pouvoir, inscrit en langage clair, caché sous le jargon juridique, de mettre fin à tout ce qui devait prendre fin. Julien était fondateur et PDG de la même manière qu'un emblème est à l'avant d'une voiture de luxe. Il donnait l'impression de conduire. Mais il n'était qu'une décoration, boulonnée sur une machine qui, en fin de compte, ne répondait qu'à moi. J'avais passé 6 ans à être tellement occupé à rester humble, que je m'étais laissé oublier la véritable forme de ce que je possédais. En ce moment même, en centre-ville, il faisait couler du champagne sur la couronne d'emprunt d'un homme. Et moi, j'étais là, assise par terre dans une maison sombre, tenant la chose réelle. Pas un symbole. La chose en elle-même. J'ai senti quelque chose revenir dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que mon père était en vie. Pas de la colère. La colère est bruyante, et elle finit par se consumer. C'était plus silencieux, et ça ne se consumait pas. C'était de l'autorité. J'avais donné la mienne par choix, un silence poli après l'autre. J'étais sur le point de la reprendre en totalité. Et puis, un morceau de papier a glissé du dossier, pour tomber sur le sol. C'était une simple feuille pliée en 3, dont les plis s'étaient assouplis à force d'être pliés depuis si longtemps, et jamais rouverts. J'ai reconnu l'écriture avant même de la déplier. Mon père écrivait comme il parlait, avec des phrases courtes, sèches, qui voulaient dire bien plus que les mots eux-mêmes. Il avait dû la glisser dans le dossier avant sa mort, sachant que je ne la trouverais que lorsque je me déciderais enfin à ouvrir ce maudit dossier en entier. Il y avait une seule phrase, à l'encre bleue, appuyée assez fort pour qu'on puisse la sentir au dos de la feuille. Garde la plume dans ta propre main, Céline. Je suis restée plantée là un long moment. Car il avait su. Pas les détails. Pas Julien. Pas Chloé. Pas une fête avec des guirlandes, et mon nom falsifié sur un document. Mais il m'avait cerné, moi. Il avait su que sa fille prudente, celle qui équilibrait tout, trouverait un jour une personne grande et pleine d'assurance, à qui tendre la plume.
Qu'elle appellerait cela de l'amour, qu'elle appellerait cela de l'humilité. Et qu'elle signerait lentement sa propre sortie de sa propre vie, tout en souriant et en passant les pommes de terre. Il m'avait regardé faire des versions réduites de cela pendant toute mon enfance. Alors, il m'avait laissé une phrase courte, à trouver, exactement lors d'une nuit comme celle-ci. J'ai entendu la voix de Julien résonner dans ma tête, comme devant ce rôti du dimanche. Si fier de lui, contente-toi de compter les haricots, Céline. Moi, je construis l'empire. 2 semaines plus tôt, c'était devenu un caillou dans ma chaussure. Maintenant, assise sur le sol avec l'encre de mon père sous le pouce, ça sonnait juste comme un petit homme, décrivant un travail qu'il ne comprenait pas. Car c'est en comptant les haricots qu'on découvre que quelqu'un est en train de les voler. J'ai replié le mot. Je l'ai mis dans la poche de ma chemise, sur mon cœur, où il est resté pendant tout ce qui a suivi. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Delphine. Delphine a décroché à la 2e sonnerie. Même s'il était presque 22 heures. Parce que Delphine savait que si je l'appelais à cette heure-là, c'est que la digue avait fini par céder. Je n'y suis pas allée par 4 chemins. Je lui ai parlé de la fête, du genou à terre, de la bague achetée avec ce que je croyais être une provision pour prime. De la banderole, avec le prénom de mon mari dans un cœur, à côté de celui d'une autre femme. Elle a gardé le silence. Puis, elle a dit, de sa voix froide de prétoire, « Je suis tellement désolée, Céline. » Et, une demi-seconde plus tard, parce que Delphine est telle qu'elle est, elle a ajouté, « Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» C'était la phrase que j'avais attendue 6 ans pour entendre. Je lui ai dit d'y aller. À fond. Ouvre l'audit financier d'investigation, sous mon autorité d'actionnaire majoritaire. Avec effet immédiat. Aucune résolution du Conseil n'est requise, car mon contrôle me donne le droit de l'ordonner directement. Retire le financement relais, cette fameuse prochaine levée de fonds que j'avais personnellement garantie, cet argent sur lequel Julien et Chloé comptaient pour finaliser leur expansion, et maintenir leur valorisation. Gèle l'exposition financière de la holding. Prépare un avis pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et, discrètement mais sûrement, retire les accords de décembre que j'ai signalés, et met un expert graphologue sur les signatures. Delphine a tout noté. Je pouvais entendre son stylo glisser sur le papier. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Céline, une fois que l'audit sera lancé, on ne pourra plus faire machine arrière. » Je sais, ai-je répondu. J'étais fatiguée de faire machine arrière. J'avais passé tout mon mariage à annuler mes propres actions, à m'excuser pour des bruits que je n'avais pas faits. Je lui ai dit de commencer à la 1e heure le lendemain matin. Ensuite, j'ai raccroché, et je suis restée assise dans ma maison sombre. Et, pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas sentie comme une épouse. Je me suis sentie comme une propriétaire. Cette nuit-là, j'ai fait la partie de l'histoire que les gens me demandent toujours, et qui est moins dramatique qu'on ne l'imagine, mais beaucoup plus définitive. J'ai ouvert mes applications bancaires, l'une après l'autre. J'ai verrouillé totalement les comptes de la holding en quelques clics, révoquant ainsi une procuration générale que Julien n'avait jamais méritée, et que je lui avais bêtement accordée au tout début. Son autorité sur tout ce qui portait le nom du roi s'est évaporée à 22h40, cette nuit-là. Les comptes de l'entreprise, il ne pourrait plus y toucher de toute façon, dès que l'alerte de l'audit serait déclenchée. La banque gèlerait toute opération suspecte à la minute où la notification de Delphine tomberait le lendemain. Mais les comptes joints, ceux qui portaient nos 2 noms, les comptes courants et les livrets d'épargne du quotidien, je ne pouvais pas simplement les vider. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. Un vrai compte joint nécessite les 2 signatures pour être clôturé. Et je n'allais pas falsifier la sienne, comme il avait falsifié la mienne. Alors, j'ai fait ce que la loi permet réellement à une personne de faire. J'ai transféré mes propres apports vers un autre compte. J'ai annulé les cartes secondaires émises à son nom sur ma ligne de crédit. Et j'ai déposé une demande officielle auprès de la banque pour geler les comptes joints, dans l'attente d'un litige financier conjugal. Leur service des fraudes a été très enclin à honorer cette demande, dès que j'ai prononcé le mot « falsification ». Ce n'était pas la guillotine nette que les gens imaginent.
C'était une série de manœuvres juridiques, ennuyeuses et prudentes. Chacune d'elles fermant une porte qu'il pensait toujours ouverte. À minuit, Julien Renaud s'était réveillé riche et puissant, et s'était endormi sans le savoir encore, comme un homme dont la femme venait de traverser calmement toute sa vie, en éteignant les lumières. Il était toujours à sa fête. Il n'en avait aucune idée. Il l'apprendrait de la même manière que tout le monde apprend ces choses-là aujourd'hui, au moment où sa carte bleue serait refusée. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. La mienne a été un coup de fil à mon avocate, et un dossier sorti d'un coffre-fort. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui a signé en votre nom sans vous le demander, vous voudrez savoir ce que l'audit a révélé. Cliquez sur s'abonner pour ne pas rater la fin. Le lendemain matin, à 9h tapante, une experte comptable judiciaire nommée Inès Morel est entrée dans le hall de Méridian. Accompagnée de 2 associés, et d'une lettre de mission portant ma signature, ma vraie signature. Et mon titre, écrit en toutes lettres pour la première fois dans l'histoire de ce bâtiment, actionnaire majoritaire, holding de la famille du roi. La réceptionniste, qui avait l'habitude de me donner des bouteilles d'eau, a lu la lettre 2 fois et a pâli. Dans l'heure qui a suivi, l'équipe d'Inès disposait d'une salle de réunion et d'un accès total au registre financier. Et Grégoire, notre directeur financier, se tenait dans l'encadrement de la porte de cette salle, avec l'air d'un homme qui regarde la marée lui monter par-dessus les chaussures. Je n'étais pas là. Je l'avais fait exprès. Je n'avais pas besoin de regarder. J'avais enfin compris que la présence n'est pas la même chose que le pouvoir, et que la personne qui possède le bâtiment n'a pas besoin de se tenir dans le hall pour qu'on sente sa présence. Delphine m'a appelé à 9h52 pour me dire que l'audit était en cours, et que le financement relais avait été officiellement retiré. Ce qui signifiait que, quelque part en centre-ville, une expansion extrêmement coûteuse venait de perdre le sol sous ses pieds. Et Grégoire, a-t-elle ajouté. Grégoire a demandé à parler à un avocat dès le premier jour, avant même qu'on lui ait posé la moindre question. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Debout devant la fenêtre de ma propre cuisine, une tasse de café à la main, j'ai pensé à la façon dont les coupables n'attendent jamais d'être accusés. Ils commencent à s'excuser avant même qu'on ne frappe à la porte. Grégoire avait entendu frapper. Et le bruit allait devenir tellement plus fort. Inès m'a appelé personnellement le 3e jour. Les experts comptables judiciaires n'utilisent jamais de mots dramatiques, et c'est exactement pour cela que ce qu'elle m'a dit a frappé si fort. Elle m'a dit, « Madame Duroy, nous avons un problème de signature. » Au cours des 3 dernières années, m'a-t-elle expliqué, il y avait eu une série de résolutions écrites du conseil d'administration, autorisant des ajustements de capital et des mouvements de fonds. Et chacune d'elles portait ma signature en bas de page. 11, au total. Je n'en avais signé aucune. Je veux être clair sur ce que cela signifiait, car même à moi, il m'a fallu un moment pour en ressentir tout le poids. Mon mari n'avait pas seulement menti sur l'identité du fondateur de l'entreprise. Pendant 3 ans, il avait falsifié mon nom sur des documents légaux, afin de détourner des parts vers lui-même, et de transférer de l'argent via des canaux qu'il contrôlait. Le graphologue d'Inès avait déjà repéré la pression du stylo, la formation des lettres, et ces petits détails qui trahissent une fausse signature, comme on remarque un boitillement. Elle était certaine à 90%, en attendant l'analyse finale, que les signatures n'étaient pas de moi. Et certaine à 100% que les mouvements de fonds qu'elles autorisaient, avaient profité personnellement à Julien. Une partie de cet argent avait une forme familière. Une forme de pierre précieuse, très coûteuse. Je me suis assise quand elle m'a dit ça. Pas parce que j'étais surprise. Mais parce que le dernier fil de l'histoire que je me racontais, s'était enfin rompu. Il est négligent, pas malhonnête, avais-je dit à mon propre reflet, 2 semaines plus tôt. Les hommes négligents perdent des reçus. Ils ne falsifient pas le nom de leur femme à 11 reprises sur 3 ans, avec la main assurée d'un homme qui l'a déjà fait, et qui compte bien continuer. Ce n'était pas une erreur. C'était une habitude. Et les habitudes, contrairement aux erreurs, sont des choses qu'un procureur peut tenir entre ses mains pour les montrer à un juge. Une fois que j'ai commencé à tirer sur le fil, tout le pull s'est détricoté. J'ai passé ce week-end à la table de ma cuisine, entouré de documents imprimés,
retraçant l'histoire que Julien avait inventée sur lui-même. Et c'était époustouflant, honnêtement, de voir l'ampleur de la chose. Il y avait des interviews où il racontait avoir lancé Méridian depuis une chambre d'amis. Il y avait un portrait dans un magazine économique avec comme titre « L'autodidacte de l'agriculture moderne ». Il y avait une conférence où il disait à 1000 personnes que le plus dur, quand on bâtit un empire, c'est que personne ne croit en vous au début. Personne ne croyait en lui. Moi, je croyais en lui. J'avais signé le chèque qui avait rendu l'histoire de la chambre d'amis possible. Et ensuite, je l'avais laissé raconter cette histoire sans m'y inclure, parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne partenaire faisait. Les investisseurs croyaient à cette histoire. Le conseil d'administration y croyait. Et Chloé, j'ai réalisé que Chloé y croyait plus que quiconque. Elle ne s'était pas entichée d'un mari infidèle. Elle était tombée amoureuse d'un fondateur, d'un roi parti de rien. Exactement le genre d'homme à côté duquel elle s'était battue toute sa vie pour se tenir. Sa petite phrase cruelle, lancée à la fête, m'est revenue pendant que j'étais assise là, derrière chaque fondateur, il y a une femme qui a fini par s'écarter de son chemin, elle pensait qu'elle parlait de moi. Elle pensait que j'étais la femme qui n'avait pas réussi à suivre le rythme d'un grand homme. Elle avait tout compris à l'envers, et elle ne le savait pas encore. Je n'étais pas la femme qui s'était écartée de son chemin. J'étais la femme sur le chemin de laquelle il se tenait. Portant une couronne que je lui avais prêtée. Signant mon nom, quand il pensait que je ne faisais pas les comptes. J'ai toujours fait les comptes. C'était là tout l'enjeu. C'était la seule chose dont mon père s'était assuré. Le lundi, j'ai joué le coup qui ne permettait plus aucun retour en arrière. En collaboration avec Delphine, j'ai exercé mes droits d'actionnaire majoritaire, et j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de Méridian. Elle devait se tenir le jeudi, dans la grande salle de conférence en verre du dernier étage. Le même étage. Je l'ai choisi exprès. Laissez-les se réunir dans la pièce exacte où le champagne avait coulé à flot. La convocation est partie sous mon nom légal complet, et je pouvais presque entendre le bruit qu'elle a fait, en atterrissant dans les boîtes de réception de toute l'entreprise. Le bruit d'un nom, que les gens avaient classé sous « la femme de Julien », apparaissant soudainement en haut d'un document légal, avec 83% des droits de vote derrière lui. Au même moment, le retrait du financement relais a été finalisé. En termes froids, c'était plus important que la réunion. Julien et Chloé s'étaient servis de la promesse de ce capital pour maintenir la valorisation et clôturer leur grande expansion. Quand je l'ai retiré, les chiffres sous leurs pieds ont commencé à s'effondrer. Et il n'y avait rien qu'ils puissent faire, car ça n'avait jamais été leur argent. C'était le mien. Garanti par mon nom, étendu grâce à ma holding. Je ne leur avais rien volé. J'avais simplement cessé de donner. Il y a une forme de pouvoir très particulière là-dedans, et je ne m'étais jamais permis de l'utiliser auparavant. Pas parce que j'en manquais. Mais parce que l'utiliser signifiait admettre que je l'avais. Et admettre que je l'avais signifiait que ce mariage n'avait jamais été le partenariat que j'avais prétendu. Lundi après-midi, j'en avais fini de faire semblant. Delphine m'a demandé si j'étais sûre. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûre d'un chiffre de toute ma vie. Ensuite, je me suis adossée, et j'ai attendu que le téléphone se mette à sonner. Ça n'a pas été long. La nouvelle a fuité, de la façon dont les mots fuient toujours dans une entreprise, à travers les murs. Plus vite que n'importe quel mémo. Dès le mardi, tout le monde chez Méridian savait que la femme qu'ils appelaient « la comptable » était la propriétaire majoritaire. Qu'elle avait lancé un audit. Et que l'audit avait trouvé quelque chose. Et mon téléphone, qui était resté si silencieux pendant 6 ans que je vérifiais parfois s'il était allumé, a pris vie. Ça a commencé avec Julien. Puis Chloé. Puis Grégoire. Puis des numéros que je ne connaissais pas. Des investisseurs, des membres du conseil. Un journaliste qui, d'une manière ou d'une autre, avait déjà eu vent de l'affaire. Puis Carole. L'écran n'arrêtait pas de s'allumer sur l'îlot de la cuisine, vibrant sur le granit. Le visage de Julien apparaissait, encore et encore. Puis Chloé, puis Julien à nouveau.
Je suis restée assise avec mon café, et je regardais ça comme on regarde un orage éclater. À un moment, je l'ai pris, non pas pour répondre, juste pour voir. Le petit badge rouge sur l'icône du téléphone affichait un chiffre que j'ai dû regarder à 2 fois, 152 appels en absence. 30 minutes, plus ou moins, à partir du moment où la nouvelle de l'audit a atteint le dernier étage. 152, pendant 6 ans, je n'avais jamais réussi à faire en sorte que mon mari me rappelle lors d'un dîner d'affaires. Et maintenant, tout le royaume composait mon numéro, comme si le bâtiment était en feu. Dans un sens, c'était le cas. J'ai posé le téléphone face contre table. Je n'allais pas avoir cette conversation au bout du fil, par bribes, pour les laisser supplier, manipuler et m'amadouer comme il l'avait fait avec tout le monde. J'avais une salle réservée pour jeudi. J'avais un dossier marron. J'avais le mot de mon père sur le cœur. Quoi qu'ils aient à dire, ils pourraient le dire devant le conseil d'administration, la lumière allumée. Et puis, on a sonné à la porte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je veux vous parler des 20 minutes qui ont précédé ce coup de sonnette. Parce que ce sont les 20 minutes les plus importantes, et que personne ne filme jamais cette partie-là. Pendant que mon téléphone vibrait sur le comptoir, j'étais à la table de la salle à manger, en train de construire le dossier. Pas une boîte à chaussures pleine de ressentiments. Un dossier juridique propre et indexé. Le genre que vous remettez à un juge, et qui parle à votre place. Onglet 1, le pacte d'actionnaires fondateurs, avec les clauses de contrôle de 83% surlignées. Onglet 2, le résumé de l'audit financier, sur papier à en-tête d'Inès, listant les 11 approbations falsifiées par date. Onglet 3, l'analyse des signatures. Ma signature authentique à côté des faux, les différences entourées en rouge, pour qu'un inconnu puisse les voir en une seconde. Onglet 4, la trace de l'argent, les transferts, la bague. Tout ce dont un bureau de procureur aurait besoin, pour décider si le mot « falsification » devait devenir le mot « inculpation ». Delphine avait déjà pris contact avec la brigade financière de la police judiciaire. Non pas pour accuser, mais simplement pour poser la question discrète du seuil qu'une affaire comme celle-ci devrait franchir. On lui a répondu que 11 documents falsifiés sur 3 ans, au profit du faussaire, dépassaient largement le seuil requis. J'ai fermé le dossier et j'ai aligné ses bords contre la table. C'était ça, mon arme. Pas une voix qui crie. Pas une scène lors d'une fête. Du papier. L'arme la plus patiente et la plus dévastatrice qui soit. Parce que le papier n'a pas d'émotion, le papier n'oublie rien, et on ne peut pas dissuader le papier de dire ce qu'il dit. Julien avait bâti toute son identité sur une histoire. J'allais lui répondre avec des faits. Et c'est exactement à ce moment-là, alors que je posais le dossier et que j'attrapais mon verre d'eau, que la sonnette a retenti. Longuement, fortement. 2 fois. J'ai regardé par la fenêtre avant d'ouvrir, par habitude. Et il était là, sur mon porche. Mon mari. Ressemblant à une photo de lui-même qu'on aurait laissée sous la pluie. En 6 ans, Julien ne s'était jamais tenu à cette porte autrement qu'en maître des lieux. Maintenant, il était là, petit et grisé, sans cravate, son manteau mal mis, matraquant la sonnette comme si elle lui devait de l'argent. Et derrière lui, une marche plus bas, dans son beau manteau d'hiver, se tenait Carole. Bien sûr qu'il avait amené sa mère. Évidemment. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais je n'ai pas ouvert la porte vitrée qui nous séparait. Nous sommes donc restés là, avec une vitre, une serrure, et 6 ans de mon silence entre nous. Julien a commencé avant même que je puisse dire un mot, Céline, Dieu merci. Il faut qu'on parle. Tout ça est un énorme malentendu. Tu dois annuler l'audit. Les mots dégringolaient de sa bouche, rapides et lisses. Cette voix de vendeur, celle qu'il utilisait autrefois pour conclure avec les banquiers, il la déployait maintenant sur sa propre femme, à travers une porte vitrée. Derrière lui, Carole avait les mains jointes, comme si elle était à l'église. Je n'ai rien dit, ce qui est une chose que j'ai appris à faire. Et ce silence a fait à Julien ce qu'il fait toujours aux hommes comme Julien, il l'a fait parler plus fort. Il a dit que nous formions une équipe. Céline, toi et moi, on a construit tout ça ensemble.
Et j'ai presque ri au mot « construit », parce que c'était si proche de la vérité, et si loin de ce qu'il entendait par là. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé épuiser tous ses mots lisses et rapides contre la vitre. Et quand il a fini par s'arrêter, la respiration courte, je lui ai dit la seule chose que j'avais pour lui ce soir-là. J'ai dit, tu es dehors. Tu es dehors, ai-je répété calmement, parce qu'il n'avait pas compris la première fois. C'est la maison de ma famille. Ça a toujours été la maison de ma famille. Et tu es à l'extérieur. Quelque chose a traversé le visage de Julien à cet instant. Le moment précis où son charme a cessé de fonctionner. Et, en dessous, j'ai enfin vu l'homme qui avait signé mon nom 11 fois. Pas de la tristesse. Du calcul. Un calcul qui a tourné en quelque chose de laid, quand il a vu qu'il n'avait plus aucune emprise. Il a plaqué sa main contre la vitre. Il a dit, « Tu ne peux pas me faire ça, Céline. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais ?» Et tout était là. Tout notre mariage résumé en une phrase. Ce que je lui faisais. Jamais une seule fois ce que lui avait fait. Carole s'est avancée à ce moment-là. Elle a dit, « S'il vous plaît, je vous en prie, ne détruisez pas mon fils. C'est un bon garçon. Il a fait une erreur. » Et pendant un court instant, je l'ai regardée. Cette vieille femme effrayée, qui avait passé 6 ans à m'épuiser à petit feu. Et j'ai vu exactement ce dont elle avait peur, être seule. Un avenir sans un fils puissant autour duquel graviter. C'était ce qui s'approchait le plus d'un sentiment humain. La lueur d'une vraie peur. Et je l'ai ressenti. C'est vrai. Mais j'ai appris que ressentir de la peine pour quelqu'un n'équivaut pas à lui devoir sa vie. J'ai dit, « Carole, votre fils a falsifié ma signature pour voler une entreprise qui m'appartient. Ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est se tromper de route. Ça, c'est une autoroute qu'il a lui-même construite. » J'ai reculé dans ma maison, chaude et lumineuse. La maison de mon père. Ma maison. Et j'ai posé la main sur la poignée. Je leur ai dit que le conseil d'administration entendrait tout le jeudi suivant. Et qu'ils étaient les bienvenus, puisqu'ils aimaient tous les deux avoir un public. Ensuite, j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Et j'ai éteint la lumière du porche. Le jeudi est arrivé comme arrive la saison des moissons, lentement au début, puis tout d'un coup. Je portais du gris. J'ai conduit moi-même jusqu'au centre-ville, 25 minutes de trajet. Avec le dossier marron sur le siège passager, là où se trouvaient les roses le jour de la Saint-Valentin. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Et les portes se sont ouvertes. Pas sur du champagne, cette fois-ci. Mais sur une longue table de conférence en verre, et une pièce remplie de personnes qui avaient applaudi à tout rompre 8 jours plus tôt, et qui, aujourd'hui, n'arrivaient pas à croiser mon regard. La même pièce. Les mêmes crochets pour les guirlandes lumineuses, toujours vissées au plafond, bien que quelqu'un ait retiré les lumières. Julien était là, au bout de la table, flanqué d'un avocat. Chloé était assise 2 chaises plus loin, sans plus toucher son bras. Le diamant, de façon très visible, était tourné vers l'intérieur de sa main. Grégoire était là, petit et en sueur, avec son propre avocat. Ce qui en disait long à tout le monde, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Les membres du conseil étaient alignés sur les côtés. Delphine s'est assise à ma droite. J'ai marché le long de cette table, passant devant eux tous. Et je me suis assise sur la chaise en bout de table. La chaise du président. La chaise de Julien. Je m'y suis assise comme si elle avait été faite sur mesure pour moi. Parce que c'était le cas. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Chloé, parce que Chloé ne peut pas s'en empêcher, a laissé échapper un petit rire incrédule, et a lancé, à l'attention de la pièce plus qu'à moi, « Alors, la comptable veut une place à la table, maintenant. » Quelques jours plus tôt, ça aurait fait mouche. Maintenant, la phrase flottait simplement dans l'air, paraissant exactement aussi mesquine qu'elle l'était. J'ai posé le dossier marron sur la table, devant moi, et j'ai croisé mes mains dessus. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas riposté. J'ai regardé le long de la table, vers eux tous,
cette foule en liesse devenue silencieuse, et j'ai dit de la voix la plus calme que je possédais, « Je ne veux pas d'une place à la table. La table m'appartient. Maintenant, commençons. » J'ai ouvert le dossier. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas fait le spectacle. J'ai regardé Julien faire le spectacle pendant 6 ans, et je sais que la mise en scène est ce que les gens retiennent, quand le fond est vide. Mon fond n'était pas vide. Alors, j'ai simplement exposé les faits, onglet par onglet. Et j'ai laissé le papier parler beaucoup plus fort que je ne pourrais jamais le faire. J'ai fait passer des copies des 2 côtés de la table. Le pacte d'actionnaires fondateurs, d'abord. 83% pour la holding du roi. Le contrôle des votes. L'autorité en vertu de laquelle cette réunion même avait été convoquée. Je les ai regardés le lire. J'ai observé la seconde exacte où chaque membre du conseil a compris que la femme qu'ils avaient ignorée pendant 6 ans aurait pu détruire n'importe lequel d'entre eux à tout moment. Et qu'elle avait simplement choisi de ne pas le faire. Ensuite, le résumé de l'audit. Puis les 11 approbations. Puis l'analyse graphologique. Ma vraie signature à côté des falsifications, les différences entourées en rouge. J'ai dit calmement, voici 11 résolutions du conseil d'administration autorisant des mouvements de capitaux. Chacune porte ma signature. Je n'en ai signé aucune. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la ventilation du bâtiment. Au bout de la table, Grégoire a émis un petit bruit, et son avocat a posé une main sur son bras. Mais c'était trop tard, car Grégoire secouait déjà la tête en répétant, « Je lui avais dit. » Je lui avais dit que ça nous retomberait dessus, encore et encore, jusqu'à ce que son avocat parvienne à le faire taire. Ça n'avait pas d'importance. Il venait d'avouer avec tout son corps, devant le conseil tout entier. Je me suis tournée vers la salle, et j'ai dit la phrase que j'avais répétée dans la voiture, la seule réplique que je m'étais permise de préparer. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste tourné le dossier pour qu'ils puissent lire leur propre écriture. Et c'est là que Julien s'est levé. Parce qu'un homme comme Julien ne peut pas perdre en silence. Il a ouvert la bouche pour faire ce qu'il fait de mieux, parler. Julien a explosé. Ce n'était plus le vendeur charismatique. Ni la voix des grandes conférences. Plus rien de ce vernis qui avait trompé un magazine, une fiancée, et autrefois, une jeune femme en deuil avec un chéquier. Il a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a heurté la paroi vitrée. Il m'a pointé du doigt, à l'autre bout de la table qu'il m'avait empruntée. Et il a hurlé qu'il avait construit cette entreprise. Qu'il avait saigné pour elle. Que tout ce qui se trouvait dans cette pièce existait grâce à lui. Tu n'aurais rien sans moi, a-t-il crié. Rien. Son avocat tirait sur sa manche. Il ne s'est pas rassis. Son visage était rouge vif, et sa voix a craqué sur le deuxième, rien. Et toutes les personnes assises à cette table ont regardé le fondateur qu'ils avaient célébré, s'effondrer pitoyablement face à des documents incontestables. Je l'ai laissé terminer. C'est le grand avantage de rester calme, ça laisse à l'autre toute la corde dont il a besoin pour se pendre. Quand il s'est enfin tu, la poitrine haletante, attendant que je me mette à son niveau, que je hurle en retour pour que nous soyons tous les deux des gens qui hurlent. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'ai croisé les mains sur la table. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais épousé à la mairie à la pause déjeuner. L'homme dont j'avais fait un roi, parce que je pensais qu'une reine n'avait pas le droit de désirer la couronne. Et je lui ai renvoyé ses propres mots. Ceux qui avaient vécu dans ma chaussure pendant 2 semaines, et dans ma poitrine pendant 8 jours. Tu m'as dit de compter les haricots, Julien, ai-je dit. Alors j'ai compté. Et chacun d'entre eux menait directement à toi. Il n'avait aucune réponse à cela. Il n'y a aucune réponse à cela. La pièce, cette même pièce qui applaudissait à tout rompre 8 jours plus tôt, est restée dans un silence absolu. Et, pour la première fois en 6 ans, mon mari m'a regardé, et a véritablement vu la personne qui se tenait devant lui depuis le début. Le conseil a fait ce que font les conseils d'administration, quand le propriétaire majoritaire pose des preuves irréfutables sur la table. Ils ont voté dans le sens des 83% de droits de vote assis dans le fauteuil de la présidence.
C'était moins un vote qu'une formalité. Mais je voulais que ce soit officiel, fait dans les règles de l'art, et en pleine lumière. Julien Renaud a été destitué de son poste de PDG pour faute grave, avec effet immédiat. Ses parts non acquises ont été annulées en vertu des clauses mêmes auxquelles il avait tenté d'échapper en falsifiant ma signature. Chloé Mercier a été suspendue de son poste de directrice générale, dans l'attente des résultats de l'enquête. Parce qu'on ne peut pas diriger une entreprise quand on fait l'objet d'une enquête pour l'avoir aidée à dissimuler des choses. Elle était restée silencieuse pendant toute la réunion. Regardant son roi parti de rien, se transformer en accusé en temps réel. Quand sa suspension a été prononcée, elle s'est tournée vers moi. Et pour une fois, il n'y avait aucun artifice sur son visage. Juste une femme réalisant qu'elle avait parié toute sa vie sur un mensonge. Je n'ai pas triomphé. Mais je me suis penchée en avant, et j'ai dit doucement, juste pour elle. Comme elle l'avait fait pour moi, tu avais raison sur une chose, Chloé. Il y a toujours eu une femme pour le soutenir. Tu n'as juste jamais vérifié quel nom était inscrit sur les fondations. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Le fondateur aux côtés duquel elle voulait se tenir n'avait jamais existé. Il n'avait été qu'un emblème sur une machine qui appartenait à la comptable qu'elle prenait en pitié. Carole était au fond de la pièce à ce moment-là. Elle s'était glissée à l'intérieur pour observer. Et quand les votes ont été comptés, elle n'a pas émis un son. Elle a juste resserré son beau manteau autour d'elle, et elle est partie. Une vieille femme effrayée, s'éloignant vers un avenir qui était enfin arrivé, exactement de la manière dont elle le redoutait. Je l'ai laissée partir. Certaines fins s'écrivent toutes seules. Après le vote, Delphine a confirmé pour le procès-verbal ce qui allait suivre, de sa voix ferme et tranchante. Le dossier d'expertise, les 11 signatures falsifiées, l'analyse graphologique. Tout cela serait transmis au pôle financier du procureur de la République pour un examen pénal. Faux et usage de faux, escroquerie. Les mots qu'un procureur utilise pour qualifier un homme qui signe à la place d'un autre, pour prendre ce qui lui appartient. Rien n'a été décidé ce jour-là. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Et je ne vais pas vous faire croire que j'ai pu prononcer une sentence depuis une salle de conférence. Mais le dossier était bien réel, et la saisine de la justice aussi. Et Julien a été escorté hors du bâtiment, celui qu'il avait fait semblant de construire pendant 6 ans. Escorté par les mêmes agents de sécurité qui l'avaient appelé « Monsieur » le matin même. Il ne s'est pas retourné pour me regarder. Chloé est partie de son côté. Grégoire est parti avec son avocat, un accord de coopération déjà en cours de rédaction. Prêt à échanger chaque détail qu'il connaissait pour alléger sa peine. Ce que fait toujours le dernier homme loyal quand le navire coule. Et puis la pièce s'est vidée. Il ne restait plus que moi, Delphine, et un dernier morceau de papier, la résolution du conseil, formalisant le tout, attendant la signature de l'actionnaire majoritaire. Delphine l'a fait glisser sur le verre et m'a tendu un stylo. Je n'ai pas pris son stylo. J'ai glissé la main dans mon manteau pour sortir le mien, celui que je porte toujours sur moi. Et j'ai signé mon nom en bas de cette page, de ma propre main. Lentement. Lettre après lettre, Céline Duroy. Pas la femme de Julien. Pas la comptable. Pas la femme qui s'est écartée de son chemin. Mon nom sur mon entreprise, avec ma propre encre, pour la première fois en 6 ans. Sans que l'histoire de quelqu'un d'autre ne vienne l'étouffer. Mon père aurait aimé ça. Il a toujours aimé que la plume revienne à la maison. Voici où en sont les choses, quelques semaines plus tard. Méridian se porte bien. Nous avons nommé une nouvelle PDG par intérim, une femme sérieuse, qui fait les comptes elle-même, et qui n'a pas besoin que la presse la qualifie d'autodidacte. Et l'entreprise vaut plus d'argent aujourd'hui qu'elle n'en valait le matin de la fête. Parce qu'il s'avère que les marchés apprécient que la personne qui détient réellement le contrôle, cesse de se cacher. Julien fait face à des poursuites pénales et à un divorce. Et il découvre, à ses dépens, que la maison, la holding, et les 83% ont toujours été des biens séparés. Protégés par cette même paperasse minutieuse qu'il se moquait de me voir lire. Il s'est privé de tout avec sa propre signature, et il ne savait même pas qu'il tenait la plume.
Chloé a quitté le secteur. Aux dernières nouvelles, la fiancée du fondateur est devenue un exemple à ne pas suivre dans les réunions des autres. Grégoire coopère avec la justice. Et Carole m'a appelé une fois, tard un dimanche. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'allais bien. Et il y avait une telle solitude dans sa voix, si vaste, que j'aurais pu y tomber. Je lui ai dit que j'allais bien. C'était vrai. Puis j'ai dit au revoir, et je ne l'ai pas rappelé. Parce qu'on peut ressentir de la peine pour quelqu'un, tout en gardant la porte fermée. J'ai gardé les 2 billets pour Paris, ceux que j'ai annulés. Je les ai épinglés sur le tableau en liège de mon bureau, juste au-dessus du mot de mon père, que j'ai fini par encadrer, « Garde la plume dans ta propre main, Céline ». Je les regarde parfois, le matin, avec mon café. Un voyage que je n'ai pas fait, et la raison pour laquelle je n'en avais pas besoin. Tout ce que je pensais trouver à Paris, je l'ai trouvé sur le sol de ce bureau. Dans un dossier marron. Dans le noir. La chose la plus forte que j'ai jamais faite n'est pas d'avoir retiré 558 millions d'euros des mains d'un homme qui pensait que je ne faisais que compter des haricots. C'est d'avoir finalement refusé de laisser son mensonge décider de qui j'étais. J'avais apporté des fleurs et 2 billets pour Paris, et je suis reparti avec ma vie tout entière. La bague, les applaudissements, le dossier marron, la plume. Rappelez-vous ce qui compte vraiment. Quelle que soit la pièce qui essaie de vous exclure aujourd'hui, quelle que soit la table qui oublie quel nom est inscrit sur les fondations. Gardez votre plume dans votre propre main. Et ne signez rien que vous n'ayez lu. Si le genre de justice discrète de Céline est votre genre d'histoire, écrivez « ma plume » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec une femme qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous.